Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les titres à la une de ce samedi 8 novembre. Suite de la visite du prince Albert II au Brésil, en amont de la COP30 à Belém, le souverain est maintenant à Sao Paulo où il a inauguré le 11e bureau international de sa fondation et multiplié les rencontres, dont une avec un visage familier. Le résumé de nos envoyés spéciaux dès le début de ce journal. C'est un jeune prodige d'un sport de haut niveau peu médiatisé. À seulement 23 ans, Tom Mattoni est déjà parachutiste professionnel. À peine vainqueur de la Coupe du Monde de la discipline, il se prépare déjà au championnat du monde. Et pour nous parler de sa passion, il sera notre invité dans quelques minutes. Dans ce journal également, nous prendrons la direction de New York qui a accueilli son 54e marathon. Des Monégasques figuraient parmi les participants. Notre correspondante les a rencontrés pour sa chronique des USA. Et puis si ce n'est pas du luxe, nous finirons ce journal avec un peu de caviar. Monaco a accueilli la 2e édition du championnat du monde et nous y étions. Pour commencer, regardez ces images tournées hier à l'issue des essais libres et des qualifications pour la course sprint du Grand Prix du Brésil. Le prince Albert II et Charles Leclerc ont pu se rencontrer à Sao Paulo, au consulat de Monaco. Ils ont longuement échangé sur les derniers résultats de la Scuderia Ferrari, en présence également de la famille d'Ayrton Senna, dont son neveu Bruno. Ils ont aussi parlé environnement, car le prince souverain était présent à Sao Paulo d'abord pour lancer la branche Amérique latine de sa fondation, qui devient donc son 11e bureau international. Une inauguration qui renforce la présence de la Fondation Prince Albert II dans une région essentielle à la biodiversité mondiale. Toujours à Sao Paulo, le Prince Albert II a également participé à une rencontre organisée à la Fondation Armando Alvarez Panteado autour du thème Building Tomorrow Together, construire demain ensemble. Les détails de nos envoyés spéciaux sur place, Émilie Rousseau et Sylvain Péroumal. Building Tomorrow Together, construire demain ensemble, tel un appel à l'action collective pour un avenir durable. Le thème de cet événement organisé par la Fondation Prince Albert II de Monaco à la FAP, à Sao Paulo, au Brésil, met en lumière 10 startups innovantes, 10 jeunes entrepreneurs face à des étudiants décidés à s'engager pour notre planète. It's definitely such a big question, and we all have to take care of our future because I want my kids to grow in a space that is better for them. So being here and hearing inspiring people talking about our future, it's an amazing. I can see like a bright future. Tour à tour, ces jeunes entrepreneurs ont présenté leurs projets, leurs initiatives en faveur de l'environnement, et ce dans différents domaines, la conservation de la biodiversité, l'accès à l'eau potable ou encore la restauration écologique des forêts. Donc j'ai créé Morpho il y a 5 ans maintenant, qui est une entreprise qui permet de faire de la restauration d'écosystèmes forestiers à grande échelle. Donc on a implémenté pas mal de solutions technologiques pour accélérer ces opérations, qui sont aujourd'hui très manuelles. On plante 0,5 hectares par jour à la main avec des petits plants. Donc nous l'idée c'est on a créé une capsule qu'on va mettre dans des drones et avec ça, avec un drone, on plante 50 hectares par jour. Donc on accélère toutes ces opérations sur un besoin mondial qui est de 900 millions d'hectares à restaurer aujourd'hui. Le prince Albert II aura écouté avec attention les solutions durables portées par cette jeune génération avant de s'entretenir longuement avec elle. Un échange d'expériences au service de la santé planétaire. Like to have a place to connect with other entrepreneurs, to learn from their mistakes, to share my mistakes. It's a great privilege, and also to have Your Highness listening and what we as entrepreneurs are facing on the ground on those communities that we work with. So it's a great privilege and it's a great pleasure to be here amongst everyone. Bien conscients des enjeux actuels, ces jeunes entrepreneurs jouent un rôle vital pour la préservation de notre planète. Désormais acteurs engagés, ils sont un puissant moteur pour assurer la prospérité de demain. Un anniversaire, l'AMPN, l'Association monégasque pour la protection de la nature, a célébré hier ses 50 ans en présence de nombreuses personnalités, dont le ministre d'État, Christophe Mirmand. Pour marquer le coup, l'association a inauguré une exposition rétrospective dans la Galerie des Pêcheurs. Elle retrace en photo un demi-siècle d'engagement au service des aires marines protégées de Monaco, du larvoto et du tombant des spélugues, mais pas seulement. Je vous propose d'écouter la présidente de la MPN, Jacqueline Gauthier de Bernardi, au micro de Sarah Nkari. Alors les projets qui me tiennent à cœur, c'est un premier projet qui concerne tout le suivi des peuplements de poissons. Ça c'est à titre personnel parce qu'on l'a initié dans des circonstances un peu particulières et intimes.
Et ce suivi permet de montrer l'efficacité des mesures de gestion et de protection qui sont mises en place. Après, le projet lié au récif artificiel réalisé avec une imprimante 3D qui est extraordinaire, qui était vraiment très innovant en Méditerranée et qui a donné aussi une image de Monaco en termes d'ingénierie écologique extraordinaire. Et puis mon petit bébé aussi, parce que mon père a été à l'origine de 2 aires marines protégées, mais moi de l'aire marine éducative, c'est ce travail considérable que l'on a fait avec les enfants. Et on les voit évoluer d'année en année et être friands de cette sensibilisation au milieu marin. Hier après-midi, la salle Gaston Médecin a vibré au rythme d'un bel élan de solidarité. Dans le cadre du programme One Team de l'Euroleague, l'AS Monaco Basket a accueilli une dizaine de jeunes en situation de handicap pour une séance d'entraînement pas comme les autres. Gaëtan Lebrun et Marie-Ève Béé étaient présents. Sur le parquet de la salle Gaston Médecin, 10 jeunes accompagnés par Special Olympics ont eu le privilège de vivre une expérience unique, s'entraîner aux côtés de David Michino, l'un des joueurs phares de la Roca Team. Ça me fait plaisir de venir dans la salle, mais dans un autre contexte qui a en plus beaucoup de valeurs pour moi, puisque ce sont des valeurs que je partage, la valeur du partage et d'aider, donc ça me fait plaisir. Le basket, c'est un sport d'équipe, donc il y a des moments où il y a des joueurs qui ont besoin d'aide du coéquipier, donc c'est clairement des valeurs qu'on retrouve sur le terrain. Sous le signe de la solidarité, cette nouvelle saison du projet One Team a une nouvelle fois tenu ses promesses. Parcours en binôme, ateliers de tir et même un match amical, tout était pensé pour favoriser le partage et l'entraide. J'ai appris la collision de l'équipe, le respect de l'équipe et la solidarité. Ah oui, c'est une belle célébration. Je l'ai fait à la méthode d'un footballeur, je ne sais pas qui, mais voilà. Une séance riche en émotions, en sourires et en partage, qui prouve une nouvelle fois que le sport en principauté est un formidable outil d'inclusion. Et toujours en Euroleague, c'est désormais confirmé, la performance de Mike James avec la Roca Team jeudi face au Maccabi Tel Aviv lui a permis de devenir le MVP de cette 9e journée de la saison. Il avait en effet réalisé une évaluation exceptionnelle de 37. Le joueur de Monaco devient ainsi le meilleur de tous les temps dans le classement PR, juste devant le Français Nando De Colo. Et puis au lendemain de sa rencontre avec le Prince Albert II dont je vous parlais au début de ce journal, Charles Leclerc a disputé cet après-midi la course sprint du Grand Prix du Brésil, course qu'il a terminée en 5e position, juste devant Max Verstappen. Le leader du classement général n'est autre que Lando Norris. Prochaine étape, les qualifications qui viennent de démarrer à Sao Paulo. Le Grand Prix est prévu lui demain dimanche à 21h, heure de Monaco. C'est un enfant du pays qui pratique un sport qu'on ne trouve pas à l'AS Monaco. Tom Mattoni est parachutiste professionnel. Il est jeune, il a seulement 23 ans et s'est déjà emparé de la Coupe du Monde de la discipline le mois dernier avec l'équipe de France. Son prochain objectif est le championnat du monde. Tom Mattoni est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Monaco Info. Nous sommes ravis de vous accueillir pour parler de votre parcours prodigieux et de cette passion qui vous anime, le parachutisme. Racontez-nous d'où elle vient cette passion, comment elle s'est construite ? C'est une passion que j'ai depuis tout petit, qui provient de mon papa, qui était lui-même parachutiste, ancien champion en parachutisme. Et voilà, donc j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Et par la soufflerie qui est le simulateur de chute libre. Et dès l'âge de 15 ans, j'ai fait mon premier saut et là je me suis dit c'est simple, je veux faire ça toute ma vie. Et j'ai eu, à travers beaucoup de travail bien évidemment, intégré l'équipe de France en 2022. Et voilà, maintenant je suis à la quête de médailles d'or et de victoires. Alors certains ont peut-être déjà fait un saut en parachute parmi nos téléspectateurs. Moi, c'est pas mon cas, je vous avoue. Alors pour les gens comme moi, expliquez-nous ce que ça fait de sauter dans le vide. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui vous galvanise dans ce sport de haut niveau? C'est des sensations indescriptibles. Honnêtement, je peux vous conseiller que d'essayer pour vraiment réaliser à quel point c'est des sensations qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, que ça soit l'adrénaline, le dépassement de soi. Parce que se jeter d'un avion en parfait état de marche, c'est pas du tout normal. Donc ce dépassement de soi, c'est assez extraordinaire. Donc pour vraiment réaliser ces sensations-là, la seule chose à faire, c'est de passer le pas et de se jeter de l'avion. Combien de mètres d'altitude? 4000 mètres.
4000 d'où vous vous jetez. Vous avez plus de 2000 sauts à votre actif et parmi eux, il y en a certains que vous avez réalisés dans de mythiques et magnifiques endroits dans le monde. Le désert de l'Arizona aux États-Unis, les pyramides de Gizeh en Égypte. Sauter au-dessus d'une des 7 merveilles du monde, c'est pas mal quand même comme expérience. Hein. J'imagine que c'est pas la seule. Ouais, non, c'est pas la seule. En effet, ça fait partie de mon top 3, les pyramides en Égypte. C'est vraiment... C'était assez extraordinaire parce que c'est peu commun, même dans le milieu du parachutisme, d'avoir la chance de sauter au-dessus des pyramides. C'est vraiment assez exceptionnel. Néanmoins, si je devais donner mon saut préféré après 2000 sauts, ça serait au-dessus de la Principauté. Parce que j'ai grandi ici, je suis né à Monaco et avoir cette opportunité de voir la Principauté de tout là-haut, au-dessus d'un hélicoptère et de se jeter dans le vide et de se poser à la plage, c'était juste extraordinaire. Donc voilà, je pense que mon top 1, ça reste la Principauté de Monaco. Tom Mattoni, vous êtes donc parachutiste professionnel. Comme vous le disiez, vous avez intégré l'équipe de France donc, dès vos 18 ans, 2022, avec laquelle, je le disais, vous avez déjà remporté la Coupe de France. C'était en septembre, aux Pays-Bas. Et là, maintenant, vous vous lancez dans la course au titre de champion du monde qui aura lieu en 2026 en Arizona, aux États-Unis. C'est le titre au-dessus, le plus prestigieux. Quelle est la différence justement entre les deux compétitions? Comment ça se passe? C'est une très bonne question parce que souvent, on a tendance à confondre la Coupe du Monde et le championnat du monde. Quand on gagne une Coupe du Monde, on n'est pas champion du monde. Il y a plusieurs petites différences, mais la différence la plus notable, c'est que lors d'une Coupe du Monde, les nations peuvent envoyer plusieurs équipes représenter le pays, là où lors du championnat du monde, c'est vraiment la meilleure équipe nationale qui va pouvoir représenter le pays et espérer décrocher ce titre de champion du monde. Et qu'est-ce qui se passe justement pendant ces compétitions-là? Comment ça se déroule? On va devoir enchaîner le plus de figures possible en 35 secondes à partir du moment où on se jette de l'avion. Donc nous, on est une équipe de 4 performeurs et un vidéoman. On a au total une cinquantaine de figures. La veille du début de la compétition, il y a un tirage au sort. Ça va être un enchaînement de 5 figures tirées au sort qu'on va devoir répéter donc le plus rapidement possible en 35 secondes. La compétition, c'est sur 10 manches différentes. Et à la fin de la compétition, l'équipe qui a fait le plus de figures remporte la compétition. Comment est-ce qu'on s'entraîne pour ces compétitions-là, en tout cas la compétition, le championnat précisément? À quoi ressemblent en fait vos journées d'entraînement? Alors une journée type d'entraînement, ça va être entre 10 et 12 sauts. Donc ça va être énormément de répétitions et en fait on va tout simplement travailler les enchaînements de figures, les répéter un maximum de fois pour les optimiser et pour optimiser la rapidité d'enchaînement des figures. Donc ça va vraiment être un travail de répétition, de cohésion d'équipe également. C'est-à-dire que dans le haut niveau, il faut qu'on connaisse nos partenaires, nos coéquipiers à la perfection pour vraiment optimiser au mieux ces enchaînements-là parce qu'on chute quand même à 200 km/h. On est jugé sur 35 secondes, donc c'est extrêmement rapide et on n'a aucun moyen de communication. Donc ça va vraiment être de la répétition pour progresser et atteindre le niveau maximal. La répétition et travail d'équipe. Vous êtes parachutiste professionnel, mais à côté vous êtes aussi étudiant. Où vous en êtes justement aujourd'hui et où est-ce que vous vous voyez dans le futur? Je sors tout juste d'examen universitaire pour tout vous dire. Donc voilà, moi à côté du sport, je continue mes études à l'Université internationale de Monaco qui justement me permet d'allier mes études et ma carrière sportive. Moi, à l'issue normalement je vais bientôt finir, je suis en dernière année de bachelor. À l'issue de mon diplôme, je souhaiterais intégrer la police monégasque. Donc voilà, je vais continuer encore quelques années le sport, espérer remporter le titre de champion du monde l'année prochaine et par la suite me consacrer à mon travail et à me préparer en conséquence pour passer les concours de police à Monaco. Voilà, en tout cas, ce sont de très beaux projets qu'on vous souhaite d'accomplir. Merci beaucoup, Tom Mattoni, d'avoir été notre invité. Et on vous souhaite encore de belles aventures dans les airs et puis cette compétition, ce championnat du monde qui arrive en 2026. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à vous.
Traversons l'Atlantique à présent, c'est l'heure de retrouver notre correspondante pour sa chronique des USA. Bonsoir Alexandra Pani, cette semaine vous nous emmenez en immersion dans l'un des événements les plus attendus de l'automne, le Marathon de New York dont la 54e édition s'est tenue dimanche dernier. Bonsoir à vous. Oui, chaque année, c'est en quelque sorte un jour de fête. En ce premier dimanche du mois de novembre, les New-Yorkais viennent toujours très nombreux supporter les coureurs de ce marathon, l'un des plus prestigieux au monde. Et cette année encore, j'ai eu le plaisir de suivre des coureurs venus représenter la principauté. Ils étaient encore plus nombreux cette année. J'ai pu en retrouver 3 après la ligne d'arrivée. Reportage sur le fameux marathon de New York. Ils étaient exactement 59 226 coureurs à franchir la ligne d'arrivée ce dimanche 2 novembre. Encore un record d'affluence pour cette nouvelle édition du marathon le plus populaire au monde. Un parcours d'un peu plus de 42 km, soit 26,2 miles à travers les 5 boroughs de New York City. 132 pays étaient représentés et parmi eux, cette année encore, des coureurs de la principauté. Tous sont finishers et peuvent arborer fièrement leur médaille tant méritée. C'est mon premier marathon, j'ai voulu le faire avec ma femme ici dans ce cadre incroyable qu'est New York, cette ville vraiment folle. L'ambiance était vraiment incroyable, j'ai passé vraiment un moment tout au long du parcours dingue, les Américains poussent au maximum, c'était vraiment impressionnant. Chaque année, les New-Yorkais n'hésitent pas à venir en nombre et donner de la voix pour encourager les coureurs tout au long de la journée. Une aide précieuse sur ce parcours si exigeant. Une ambiance incroyable, mais un parcours très difficile, franchement très difficile. Je ne m'attendais pas que ça soit aussi dur. Et c'est à faire vraiment une fois dans sa vie, c'est extraordinaire. J'avais fait Paris, Nice et là c'était New York. Et franchement, c'est le plus difficile. Et par contre, l'ambiance, c'est la plus incroyable, c'est New York. Vraiment à faire. Le marathon de New York est considéré comme le plus inclusif du circuit. Tous les profils se retrouvent sur cette course. La plus jeune à avoir terminé cette année est une Américaine de 18 ans, alors que le plus âgé est originaire du Japon et compte 91 printemps. Certains sont des habitués de cette distance si exigeante, alors que d'autres, comme Arnaud, se lançaient pour la première fois dans cette épreuve. Je n'étais jamais venu à New York, donc ça m'a permis de découvrir la ville. Donc je me suis dit, première fois à New York, autant faire le marathon. Au moins on visite vraiment tout. Et la ville est incroyable, les gens sont géniaux, donc ils te portent du début jusqu'à la fin, c'est indescriptible. Il faut se préparer un petit peu, il faut un peu de discipline avant, au moins 3-4 mois avant je pense, il faut s'y mettre sérieusement et après il faut avoir confiance en soi, hein. C'est la discipline et c'est le mental. En dernier mètre, il y a tous les drapeaux, quand on croise celui de Monaco, c'est une fierté de le voir. D'ailleurs quand je suis passé, je l'ai touché, je n'ai pas pu m'en empêcher. Une véritable fierté de représenter son pays et un souvenir qui pèse dans la valise du retour. Elle est belle mais elle est lourde. Avec un peu de courage, nous on s'y mettra sans doute l'année prochaine. Allez, revenons à Monaco. C'est le mets de luxe par excellence. Le caviar a son championnat du monde. Et après la première édition en Gironde, en France, la deuxième s'est tenue à Monaco. Ça s'est passé hier au Yacht Club. Les meilleures marques de la planète y ont été départagées par un jury exigeant, comme l'ont constaté Sarah Nkari et Hugo Comassa. Hors noir des fêtes de fin d'année et des tables les plus prestigieuses, le caviar est bien plus qu'un mets de luxe. Derrière chaque œuf se cache un savoir-faire, une histoire et une bonne dose de patience, ce qui justifie le prix de ces grains pouvant varier de 500 à plus de 40 000 € le kilo, en fonction notamment de l'espèce d'esturgeon dont ils émanent. Il y a des années d'élevage, donc de 0 à 3 ans, on ne sait pas si le poisson est un mâle ou une femelle. Donc déjà c'est un investissement dans le temps. Et puis après pour que l'esturgeon nous donne du caviar, il faut attendre parfois jusqu'à 18 ans. Celui-ci provient de Pologne. Il faut savoir que depuis peu, la Chine s'est hissée au premier rang mondial avec 42% de la production de caviar devant l'Italie et la France. Alors, face à une offre de plus en plus vaste, il devenait essentiel de créer un repère fiable pour les professionnels comme pour les amateurs exigeants.
Après 17 ans dans le monde du caviar, je trouvais qu'il y avait des abus et des choses qui étaient faites un peu n'importe comment, comme le fait que l'esturgeon soit une espèce protégée depuis 2008, donc il faut les laisser tranquilles. Il y a une surpêche, donc seul est autorisé le caviar d'élevage. Donc ça, il faut le préserver, et le fait que tous les gens qui participent au concours que j'ai créé ne peuvent être que du caviar d'élevage. Comme celui de la maison Antonius, une centaine de caviars issus de 20 pays différents ont été examinés à l'aveugle lors de ce concours par un jury international composé entre autres du chef du palais princier. On commence à juger le caviar à l'œil, on regarde la brillance du grain, on regarde la grosseur également selon les différentes variétés de caviar. Il y a une taille plus ou moins, et puis on essaie de voir par la suite, lorsqu'on a vu la grosseur du grain, il y a la texture du caviar. Ça, c'est aussi très important. Lorsque ça éclate en bouche, et puis bien sûr le goût qui doit avoir parfois ce petit goût, qui peut avoir ce petit goût de noisette, qui peut avoir ce goût légèrement iodé, et jamais trop salé, juste parfait. La soirée s'est conclue par la remise des prix, après un gala festif où le caviar s'est invité dans chaque plat jusqu'au dessert. Mais oubliez les couverts, la meilleure façon de le déguster reste encore à la royale, c'est-à-dire à même la main, et il n'y a pas d'âge pour s'initier. Voilà, et pour connaître en détail tous les résultats du championnat, rendez-vous sur son site internet www.worldcaviarawards.com. Elles sont, comme on pourrait dire, cousines ou jumelles et ont décidé de collaborer ensemble autour d'un projet artistique pour la toute première fois. Je vous parle de l'Alliance française de Monaco et du comité Dante Alighieri Monaco qui ont eu l'idée de programmer une pièce de théâtre musicale. Elle s'est tenue hier soir à la Maison de France où se sont rendus pour l'occasion Sarah Nkari et Lionel Bernardi. C'est autour du tableau le plus célèbre du monde que s'articule la pièce La Joconde amoureuse, proposée en langue française et italienne ce soir-là par l'Alliance française de Monaco et le comité Dante Alighieri Monaco, deux entités guidées par la même mission. L'Alliance française, c'est comme dire la cousine de la Dante Alighieri en France, et nous sommes très contentes et très ravis d'avoir une collaboration très étroite avec l'Alliance française, parce que nous pensons que les deux langues, l'italien et le français, sont des langues similaires, qu'ils avons des racines communes, et nous voulons jouer les choses ensemble. Et ce chef-d'œuvre est l'exemple même de cette culture partagée entre la France et l'Italie. Peint par un Italien, le grand Léonard de Vinci est conservé au Louvre. Sur scène, des comédiens des deux pays, mais aussi une soprano et un guitariste ont uni leurs talents pour donner vie à cette pièce inspirée de la beauté à la fois raffinée et énigmatique du portrait de Mona Lisa. Alors, le titre est clair, la Joconde est amoureuse, le modèle est amoureux de Léonard, mais on se rend compte évidemment que cet amour est difficile entre eux, même s'il semblerait, selon les dramaturges qui ont mis cela en scène, qu'il a une attirance pour elle. Une centaine de spectateurs se sont déplacés à la Maison de France. L'Alliance française espère que le public sera au moins aussi nombreux en 2026 pour son prochain anniversaire. 100 ans, ça se fête. 7 événements ont déjà été programmés. Le premier, une conférence le 9 janvier. Et pour réserver, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'Alliance française de Monaco. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo, présentées par Sarah Nkari. Je vous laisse sur une rétrospective en images. Il y a seulement 20 ans tout juste, en 2005, Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, était reçu au Palais de l'Élysée, à Paris, par le président français Jacques Chirac. Une visite qui avait été capturée par Charlie Gallo. Passez une excellente soirée sur Monaco Info et à demain.
C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous, allons-nous passer un dimanche sous le soleil? La réponse est oui, une très belle journée en perspective, un ciel bleu du matin au soir et des températures comprises entre 11 degrés au réveil et 18 l'après-midi. Pas un nuage à l'horizon, juste un peu plus de fraîcheur à l'aube et en soirée. Ce 9 novembre, nous penserons à souhaiter une bonne fête au Théodore et à tous les Théos. Une fin de semaine radieuse rien que pour vous. Excellente soirée sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.